Bonjour les experts, merci d'être avec nous ce matin. Ce matin, on a le plaisir d'accueillir Patrick Artus. Bonjour Patrick, économiste et conseiller de la Société de la gestion OSIAM. Merci d'être avec nous Patrick. En face de vous, géographiquement, Erwan Tison, vous êtes chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg. Bonjour Erwan, merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Christian Saint-Etienne. Bonjour Christian, bonjour. Merci d'être avec nous. Économiste et auteur, ça tombe bien parce qu'on va en parler assez largement, de Trump et nous. Comment sauver la France et l'Europe? Christian, allez, je commence avec vous. Est-ce qu'on peut se sauver là, dans la situation dans laquelle on est? Le Groenland, Trump, le retour des droits de douane. Il y a plusieurs questions dans la question que vous posez. D'abord, sur le Groenland, il faut quand même rappeler que les États-Unis peuvent faire ce qu'ils veulent au Groenland. Ils ont des accords de défense des années 50 avec le Danemark qui leur permettent de maintenir ou d'installer autant de soldats qu'ils le souhaitent. Ils ont eu jusqu'à... Qu'ils n'ont pas utilisé jusqu'à maintenant. Hein. Voilà. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu jusqu'à 15 000 soldats donc au Groenland. Là, ils sont autour de 100, mais ils peuvent remonter à 1000, 2000, 5000 s'ils le souhaitent. Donc, sur le plan militaire, il n'y a aucun problème pour les États-Unis. Sur le plan stratégique, les États-Unis craignent l'arrivée des Russes ou des Chinois sur le territoire du Groenland. De fait, le Danemark a déjà pris toutes les mesures nécessaires pour que les Chinois n'y arrivent pas. Il est évident que les Russes ne vont pas venir non plus parce que ça déclencherait une riposte américaine immédiate. Donc, en fait, on n'est pas... En fait, la question n'est pas militaire, c'est ça que vous dites, Christian. En fait, on n'est pas dans une réflexion du 21e siècle sur la guerre des étoiles. Je pense qu'on est plutôt dans une réflexion du 19e siècle qui est comment agrandir la taille des États-Unis, parce que le rêve de Donald Trump, c'est que les États-Unis aient un territoire en kilomètres carrés supérieur à celui de la Russie pour qu'elle devienne la première puissance territoriale de la planète. Ce qui ne serait pas tout à fait atteint avec le seul Groenland, l'objectif était atteint avec le Canada. Mais enfin, on est dans un délire du 19e siècle de Donald Trump. Ce n'est pas un sujet face à la Chine qui est en train de se développer massivement dans l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, biotech, espace. Voilà, donc c'est un conflit qui ne peut se régler que de façon psychologique. Pour terminer, je pense que la bonne réponse, ça serait de convoquer un Conseil européen à Nuuk, dans la capitale du Groenland. Ce qui serait encore plus subtil, c'est d'avoir un invité spécial à ce Conseil européen à Nuuk, qui serait Donald Trump. Alors, on va revenir sur les conséquences. Patrick, votre regard sur ce dossier à développement très très rapide, puisque on sent que la semaine va être ponctuée sur le dossier le retour des droits de douane. Alors c'est très bizarre la stratégie de l'administration Trump, parce que d'un côté, il pousse énormément l'économie numérique. Ils veulent exiger de l'Europe qu'elle abatte tous ces obstacles, toutes ces régulations du numérique. Et d'un autre côté, comme dit Christian, sont des objectifs d'économie du 19e siècle, même de 2 siècles avant. Donc c'est une économie de conquête, de territoire qu'on achète, etc. Et donc on est remonté au bon temps de l'Alaska et de la Louisiane. C'est le monopoly mondial. Alors je crois que Trump, personnellement, lui, c'est un homme du passé. C'est-à-dire, c'est un homme de l'immobilier, c'est un homme de la propriété physique, etc. Et puis, son environnement, c'est les hommes de la tech américaine. Donc, c'est ce mélange compliqué. L'Alaska, ça n'a aucune rationalité. Comme dit Christian, les Américains sont libres de mettre... Le Groenland, pardon. Ça n'a aucune rationalité. Les Américains sont libres de mettre toutes les troupes qu'ils veulent. L'exploitation de ressources naturelles, ça serait très compliqué parce qu'il y a énormément de ressources naturelles, mais qui ne sont pas exploitables. Et alors, même si les populations l'acceptaient, ce qui n'est pas le cas, les Inuits sont assez écolos, quoi. Mais même si les populations l'acceptaient, c'est très difficile à exploiter à cause des températures très basses, etc. Et donc, la seule rationalité, c'est les kilomètres carrés, quoi. C'est assez pitoyable, cette stratégie américaine, parce qu'on sait bien que les États-Unis gagneraient
à exploiter leurs avantages comparatifs sur le numérique, à garder le libre-échange, parce qu'ils ne seront jamais doués pour fabriquer des biens matériels, hein, et à avoir des relations cordiales avec les pays pour lesquels ils peuvent développer des marchés pour leurs industries numériques. Donc c'est complètement contre-productif cette approche de Trump des relations internationales. Alors là, on est, j'allais dire, un petit peu sur la psychologie et le logiciel Donald Trump. Maintenant, depuis samedi, il y a quand même une rupture dans ce dossier-là. C'est le fait que Donald Trump dégaine la menace, le retour des droits de douane. Le retour étant, le premier sketch étant avril dernier. Ça veut dire quoi, Erwan? C'est-à-dire qu'on est reparti pour un tour, là. C'est une analyse à chaud, que je sais compliquée, parce que c'est une actualité extrêmement évolutive, mais j'allais dire, avec le temps, on a appris aussi à lire Donald Trump. Oui, pour tous ceux qui sont en mal de séries ou de romans en ce moment, il suffit d'allumer la télé pour être servi. Non, le retour, effectivement, pour les droits de douane, maintenant, on sait que de toute façon, c'est l'arme qui est la plus utilisée par l'administration Trump. Ça fait du bruit parce que derrière, c'est anxiogène, parce que derrière aussi, quelque part, il joue un peu les opinions économiques contre justement les opinions politiques. C'est un peu la même stratégie que ce qu'on avait fait lors de l'envahissement de la Russie de l'Ukraine par la Russie. Maintenant, voilà, ça va être ce jeu de ping-pong-là. L'Europe décide de contrer, notamment via le président Emmanuel Macron, via justement cet outil de coercition qui peut aller très très loin. C'est Emmanuel Combe qui en parle très souvent sur ce plateau. Ça peut aller jusqu'à des blocages ou l'interdiction de certains services et produits sur le sol européen. C'est vraiment une arme, c'est un bazooka. Oui, mais c'est plutôt là pour faire de la dissuasion, parce que si on l'active derrière, c'est pas pour rien aussi qu'il y a un délai de latence assez long pour le lancer. Pour le lancer, on parle de 4 à 6 mois, parce que derrière, si jamais on en vient à interdire certains produits, c'est quoi la phase d'après? C'est Microsoft qui décide de débrancher l'Europe. Et dans ces cas-là, 75% de nos entreprises sont dépendantes de ces logiciels. Là, on fait quoi? Et derrière, après, c'est quoi la prochaine escalade? Donc, la question des droits de douane, effectivement, moi, j'ai envie de dire quelque part, soyons un peu plus intelligents que les États-Unis, parce que les droits de douane, c'est les Américains qui vont les payer. Donc, quelque part, si Trump décide de baisser le pouvoir d'achat des Américains, c'est son problème. Nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a signé le Mercosur à peu près au même moment. Donc, on est en train de sécuriser, on va dire, d'autres approvisionnements, et en tout cas d'autres leviers de libre-échange. La meilleure réponse qui serait plutôt que de rentrer dans cet engrenage psychologique, en plus, à quelque part, qui est le plus fort entre le bloc européen et le bloc américain, ce serait de dire, banco, on va essayer d'activer tous les vieux projets de libre-échange qu'on avait dans les cartons, essayer de densifier un petit peu nos échanges avec l'Asie du Sud-Est et avec l'Afrique, par exemple, sans se vassaliser, mais en disant, prenons acte que les États-Unis ne sont plus du coup un partenaire commercial principal et essayons de diversifier au maximum nos échanges. Avec, vous appelez finalement à une réponse un peu dynamique, tactique, en disant les réponses sont ailleurs, mais derrière, au-delà des enjeux économiques, il y a aussi la question de l'OTAN, il y a les questions militaires et l'Ukraine aussi. C'est-à-dire que c'est des dossiers qui sont largement imbriqués. Tout à fait, c'est des dossiers qui sont largement imbriqués, qui sont largement au-delà de mon scope de compétences. Donc je laisserai ça fait partie en tout cas de l'équation. Voilà. C'est une question, mais d'un point de vue purement économique, si vous voulez, quand on regarde, on a quand même des milliers de théories des jeux, des milliers d'applications empiriques là-dessus. On voit bien qu'en fait, la décision, c'est de continuer à montrer les plus gros muscles. On est face à quelqu'un qui échappe à pas mal de rationalité et qui a fait du virilisme une politique nationale. Affiché. Je ne suis pas sûr qu'on puisse gagner. Je pense qu'au contraire, il faut être un peu plus malin. On a Mercosur, il faut justement maintenant avoir la validation, on va dire, de la plupart des populations. Il faut aussi peut-être, parce qu'on en reviendra après, mais on ne peut pas d'un côté se plaindre que Donald Trump attaque l'économie française et européenne en cassant la rentabilité de nos boîtes et mettre 8 milliards d'euros de surtaxe d'IS sur des boîtes qui représentent la moitié des exportations françaises. Voilà. Non, mais on ne peut pas avoir ce double discours-là non plus. Donc, peut-être, ayons une politique un peu plus, pas protectionniste, mais ayons été un peu plus protectrice sur la plupart de nos boîtes, notamment à l'export. Essayons de leur trouver d'autres débouchés. Faisons des accords bilatéraux avec des zones qui sont en plus grande croissance que les États-Unis. Et puis, on pourrait laisser M. Trump avec ses gesticulations, comme disait Christian, au 19e siècle. En tout cas, le renvoyer au passé. Alors, vous parliez, Erwan, à l'instant de double discours. Il y a des doubles discours commencent à s'installer. Il y a le double discours de la France sur le Mercosur. Il y a une ambiguïté naissante, on va dire, autour de la position de l'Allemagne sur la séquence qu'on est en train de vivre depuis samedi. Christian, je me tourne vers vous parce que je sais qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré dans l'actualité l'année dernière. C'est la séquence von der Leyen-Trump qui a abouti sur l'accord des 10%. Est-ce que cette fois, l'Europe va avoir suffisamment d'intelligence et ou de courage, ça dépend de la posture, pour vraiment répondre aux Américains plutôt que finalement de jouer un jeu diplomatique en disant face à tant de bestialité, prenons une posture souple et intelligente? Bon, c'est une question stratégique essentielle.
nous sommes une colonie numérique et militaire des États-Unis. On s'est laissé mettre dans cette situation. On aurait pu réagir. Par rapport à le fait que Microsoft, Google et d'autres pourraient tourner le bouton, c'est possible, mais 40% des bénéfices des GAFAM se font avec l'Europe. Donc, je pense que ça provoquerait un choc sur le marché boursier américain et Trump est vigilant sur ce point. La dette des États-Unis est de 36 000 milliards en direction de 40 000. Donc, un choc sur le marché obligataire. On sait que déjà, quand Trump avait annoncé ses droits de douane, il y avait eu un choc de 30 ou 40 centimes sur la dette américaine. En quelques heures, il avait annoncé le report des droits de douane pour 90 jours. Donc, il joue le matamor, mais il a des points de faiblesse aussi. Mais l'Europe est au bout d'une stratégie imbécile qu'elle conduit depuis 30 ans, c'est-à-dire de ne pas avoir réagi sur le plan notamment du développement du numérique. L'Europe, c'était 20% de la production de microprocesseurs en 2000, on est tombé à 8%. On s'était donné, il y a 2 ans, l'objectif de remonter à 12% en 2030. Puis le nouveau commissaire au numérique vient d'annoncer que peut-être ça serait plutôt 8,5. Donc à un moment donné, est-ce qu'on repart sur le militaire? La France, dans le budget qu'on va peut-être avoir cette semaine, annonce une hausse de 6 milliards d'euros sur la défense. Mais je pense qu'à un moment, il va falloir aller plus loin puisque les risques sont considérables. À un moment donné, moi c'est une proposition que je fais depuis un moment, si on va être pris au sérieux au plan international, il faut se donner les moyens d'exister et d'être puissant. J'ai des doutes sur la question européenne. Pourquoi ? L'Union européenne a reçu par le traité de Rome en 1957 2 responsabilités essentielles, la politique commerciale et le droit de la concurrence. Elle a mal conduit la politique dans ces 2 domaines. Sur le droit de la concurrence, elle a largement empêché l'émergence de grands acteurs européens. C'est la Commission européenne qui le dit elle-même. Nous avons aujourd'hui 120 opérateurs de téléphonie qui sont des éléments clés du développement du numérique, de la recherche dans ce domaine. Il y en a 3. C'est le rapport Draghi qui le souligne aussi. Et le rapport Draghi le soulignait. Il y en a 3 aux États-Unis et 3 en Chine. Donc, à un moment donné, il faut changer la réflexion sur la politique et la doctrine sur la politique de la concurrence. Sur la politique commerciale, on a mené une politique d'ouverture sans réciprocité. Lorsque Juncker, qui était président de la Commission européenne avant von der Leyen, a fait son discours de départ en 2019, il a dit lui-même, à 3 jours de partir, les Chinois ont accès à 98% de nos marchés publics. Nous, on a accès à 3% du marché chinois. Mais enfin, bon, tu étais président, ami Juncker, pendant 10 ans. Qu'est-ce que tu as fait là-dessus? Ça n'a pas vraiment progressé. On a un peu bougé depuis 2022. Il y a des petites évolutions en 23-24, mais ce n'est pas au niveau. Donc, je pense que si on n'est pas en mesure d'investir massivement sur le numérique, alors qu'on sait qu'il y a quand même une piste qui est le numérique ouvert, on pourrait avoir une stratégie européenne, on pourrait mettre 100 milliards sur cette stratégie européenne de développement du numérique ouvert avec Linux et autres, qui permettrait justement de gagner un peu d'indépendance vis-à-vis des GAFAM. Voilà, on ne bouge pas pour l'instant, donc quand est-ce qu'on va s'y mettre? On vous sent pessimiste, Patrick. Pas pessimiste, mais en colère, plus que pessimiste. Patrick, à la question, pour l'instant, l'affichage, on va dire, la réponse de Bruxelles, de von der Leyen, fait acte d'union. Mais on connaît les failles. On sait les dangers, à commencer par l'Allemagne, qui a retiré ses troupes, enfin ses petites troupes dès ce week-end. Mauvais symbole, on va dire. Est-ce que l'attelage peut résister cette semaine?
Sachant qu'il y a Davos. Le problème de l'Europe, c'est... Alors, quand on regarde le commerce entre l'UE et les États-Unis, il est presque équilibré en réalité. On a un déficit énorme pour les biens, on a un déficit, un excédent énorme pour les biens, et on a un déficit énorme pour les services. Et l'excédent des services, l'excédent des biens européens est à peu près de même ordre que le déficit des services européens. Au total, on doit avoir 50 milliards de dollars de déficit bilatéral avec les États-Unis. C'est très faible. Alors l'administration américaine ne cite que l'excédent de l'Europe sur les biens. Bien entendu, elle cite jamais le déficit de l'Europe sur les services vis-à-vis des États-Unis. Mais le problème, c'est la structure. En réalité, on n'a pas du tout de position de force, même si on a ce commerce équilibré. Sur les biens, c'est des biens pour lesquels, si on avait une guerre commerciale avec les États-Unis sur les biens, les États-Unis pourraient remplacer assez facilement les biens européens. Les États-Unis peuvent s'approvisionner en biens d'équipement en Corée, au Japon, en Chine, plus difficilement, mais bon, ils peuvent arrêter d'acheter du luxe, ils peuvent mettre des bâtons dans les roues, des ventes d'Airbus. Donc probablement, s'il y avait une guerre commerciale, il y aurait une possibilité pour les États-Unis de substituer d'autres fournisseurs à l'Europe. Et par contre, l'Europe ne peut pas substituer d'autres fournisseurs pour l'instant, mais l'instant va durer, aux États-Unis pour les services numériques. Les services numériques qui sont américains. Et donc, il y a cette asymétrie. Les États-Unis, en gros, peuvent se passer de l'Europe pour leur approvisionnement en biens, et l'Europe ne peut pas se passer des États-Unis pour son approvisionnement en services. Ça ne donne pas une position de force à l'Europe. Et donc, je crois que rentrer dans un conflit commercial avec les États-Unis serait très, très, très douloureux pour l'Europe. Et notamment pour l'Allemagne aussi. Et notamment pour l'Allemagne. Mais... Alors, il faut effectivement être plus intelligent, mais le plus intelligent, ça nécessite du temps. Quoi. Je veux dire, du temps et de l'argent. Et on voit bien que par année, on n'arrête pas de célébrer les anniversaires du rapport Draghi, et Mario Draghi, à chaque fois, fait un discours en disant on n'a pas commencé à mettre en place l'ombre de mes propositions. Donc, il faut avec des budgets massifs, ciblés sur des bouts du numérique pour lesquels l'Europe peut avoir un avantage comparatif et avoir du temps devant nous. Et donc on n'a pas l'argent pour l'instant et on n'a pas le temps. Alors, esprit Draghi, es-tu là? Non, plus sérieusement, donc, on va dire les scénarios qui commencent à être sur la table. Donc on voit, Erwan, d'abord le fait que le paquet de contre-mesures qui avait été initialement prévu juste avant l'été en rétorsion au premier droit de douane européen a l'air d'être remis sur la table, c'est 93 milliards d'euros à peu près, donc c'est le paquet qui était, qui était au grenier, que Bruxelles est en train de redescendre. Et puis s'ajoute la demande faite de façon très explicite par Emmanuel Macron, qui a été le premier à parler anti-coercition, qui est un peu le bazooka. Est-ce que l'Europe peut vraiment, au-delà des réponses intelligentes que vous appelez, est-ce que vous croyez vraiment que dans notamment la réunion qui est prévue et qui se dessine en fin de semaine, jeudi ou vendredi, visiblement, entre les pays européens, est-ce que l'Europe là est prête à y aller, sachant que s'intercalent quand même quelques rencontres probables à Davos mardi, mercredi? Non, je ne pense pas, et pour les raisons qu'ont parfaitement évoquées Christian et Patrick. C'est-à-dire que l'Europe, aujourd'hui, a perdu une grande partie de sa souveraineté. La souveraineté, c'est quoi? C'est la réciprocité des dépendances. Or, aujourd'hui, notamment sur le numérique, on a une dépendance telle, comme l'a dit Christian, on est une colonie numérique, le mot est fort, mais aujourd'hui, il n'y a que la France qui s'en sort un petit peu sur le numérique en Europe par rapport justement au bloc chinois et américain. Merci à Mistral, merci à OVH. Voilà, tout à fait. Et encore, ça reste marginal. Et au lieu justement de chercher à développer au maximum ces champions et essayer de faire en sorte qu'ils se développent, on fait tout pour qu'ils restent sous un placard en faisant en sorte qu'ils grandissent pas. En leur mettant des taxes Zuckman, des surtaxes d'IS, bref, on en reparlera encore après. Donc moi, je pense que non. Et de toute façon, le péché d'origine de l'Union européenne, on le connaît. C'est dans les années 60, 62, 63, si je dis pas de bêtises, rapport McCarthy, qui disait de toute façon l'Union européenne ne pourra fonctionner que si on a un budget fédéral qui sera aux alentours
de 5 à 8% du PIB européen. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Donc ça fait plus de 60 ans, presque 70 ans qu'on connaît les causes, que c'est documenté, qu'il y a une littérature économique absolument abondante là-dessus. L'Université de Strasbourg participe énormément à cette littérature-là. L'Union européenne ne peut pas fonctionner sans un budget fédéral et des compétences communes. On peut mettre autant de compétences qu'on veut sur la concurrence, sur le numérique, sur la défense, etc. Tant qu'on n'aura pas de budget fédéral, on ne l'aura pas. Or, aujourd'hui, mais je pense peut-être même maintenant il est trop tard pour arriver là-dessus, parce qu'on a déjà construit, on peut revenir sur ça, on a construit l'Europe monétaire avant de construire une Europe politique et une Europe budgétaire ou une Europe fiscale. Et militaire. Et ça, c'est un autre sujet d'ailleurs. La France a participé aussi à ce qui n'est pas d'union militaire, et ce qui a participé à bloquer la construction de l'Union européenne à la fin des années 50. Mais ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec effectivement un ensemble qui, en plus, avec un sentiment de rejet de l'Europe qui est de plus en plus important. Regardez aujourd'hui dans la politique publique française, on a la moitié des partis qui nous disent on peut renier 3-4 milliards sur la contribution française à l'Union européenne, alors qu'en fait, il faudrait qu'elle soit 10 fois supérieure. Donc, l'Union européenne, malheureusement, et c'est un Européen convaincu au plus profond de lui-même qui vous le dit, je pense que malheureusement, aujourd'hui, le projet de l'Union européenne ne peut plus fonctionner tel qu'il a été pensé, tout simplement parce qu'on a raté les différentes étapes. Dernier virage était éventuellement le rapport Draghi, avec peut-être une prise de conscience collective qu'on aurait dû avoir et des investissements massifs en disant, effectivement, on arrête de subventionner le social et quelque part le loisir des Européens et on se retrousse les manches pour justement miser sur le développement de la prospérité de notre continent. On l'a pas fait, on n'arrive pas à s'accorder une seule voix. Moi, je suis très pessimiste pour l'avenir de l'Union européenne et donc du coup d'avoir une réponse coordonnée. Christian, vous vouliez rebondir. Le budget, passer à 5 ou 8. Oui, mais pour faire quoi ? On prendra le sujet après. Pour faire quoi et avec quelle orientation politique ? Les rares domaines où on a essayé de coopérer sur les questions stratégiques, comme sur le projet d'avion de combat du futur avec l'Allemagne, on voit qu'on n'arrive pas à s'entendre sur la direction du projet. Patrick s'en souvient, en 2007, il y avait une tentative de créer une bourse européenne. Il se trouve que j'avais été associé à la réflexion sur ce projet. Il y avait 7 domaines de négociation, il y avait 3 domaines où les Français étaient meilleurs, il y avait 2 domaines, il y en avait moins, où les Allemands étaient meilleurs, et il y avait des domaines où ni les uns ni les autres étaient au niveau. Quand on a commencé la négociation, l'Allemagne a dit, les 2 domaines où on est les meilleurs sont hors négo, et on va négocier sur les domaines sur lesquels les Français sont meilleurs, ou ceux sur lesquels personne n'est bon. C'est comme ça que l'Allemagne négocie. Donc le problème, c'est faire une union fédérale avec une Allemagne qui a une vision, disons les choses clairement, parce qu'on est à un moment où il faut mettre tout sur la table. Les Allemands ont une vision impérialiste. Donc dans ce contexte, il faut que la France se remette au boulot. Si on parle de dépendance européenne aux États-Unis, colonie militaire et numérique, mais nous avons une dépendance au marché financier parce qu'on est nuls collectivement, il faut le dire, il faut se mettre autour de la table, il faut arrêter d'avoir un déficit de 5 points de PIB. Tout le monde autour de la table sait que si on veut reprendre un minimum d'indépendance, il faut revenir à 1,5-2 de déficit. Donc, il y a 3 points d'effort. Comment on le fait ? Ça fait autour de cette table des années qu'on en parle. Comment on restructure la dépense publique, ainsi de suite. Donc, on sait que pour redévelopper une capacité opérationnelle sur le plan économique, il faut développer les grosses PME, les ETI. On a entre 5 et 6 000 ETI. Les Italiens qui sont redevenus la 4e puissance exportatrice mondiale en ont 10 000, les Allemands 15 ou 18 000. Donc, quand on veut développer les ETI, la réponse française, c'est d'augmenter la fiscalité. Donc c'est pas raisonnable tout ça. Donc, par ailleurs, Erwan l'évoquait, on a OVH. On a créé un dossier médical et un dossier intégré par l'assurance maladie. On a donné le projet à Microsoft plutôt qu'à OVH, où on aurait au moins pu imaginer que ce soit un consortium ou qu'on mette les moyens sur OVH, parce qu'OVH est petit, mais justement, ça pourrait être l'occasion de dire on fait grossir très rapidement OVH.
Et il y en a d'autres, ils sont 2 ou 3. Bon. Donc on n'est pas sérieux, quoi. En tant que pays, il y a un moment, il faut se remettre au travail. On l'a évoqué. On sait que si on veut réduire le déficit public rapidement, il va falloir passer aux 37 heures par semaine, ce qui fait à peu près 37 heures payées 37 heures, ça fait 5% d'augmentation de pouvoir d'achat. Les Français veulent du pouvoir d'achat. Mais au passage, je pense qu'il faudrait une réforme constitutionnelle qui interdise le déficit de la sécurité sociale. Et vraisemblablement, au moment où on fait passer cette décision constitutionnelle, il faut certainement 2 points de CSG de plus au bénéfice de la Sécu. Puis en 10 ans après, on met en place les mécanismes de telle sorte qu'il n'y ait plus jamais de déficit de la Sécu, c'est-à-dire que tous les 3 mois, il y a une commission qui regarde. Si on voit qu'il va y avoir un déficit, on augmente les contributions, on baisse les renouvellements d'autorisation, ainsi de suite. Voilà. Il faut se mettre au boulot, sérieusement, et on ne le fait pas. La question, c'est est-ce qu'on va indéfiniment attendre d'avoir des claques des États-Unis, de la Chine, de la Russie ou des marchés financiers pour bouger? Enfin, c'est pitoyable. L'état de la France et de l'Europe est pitoyable. Ne pas être raisonnable, c'est ne pas être crédible, en fait. C'est ça que vous dites, Christian. Il nous reste 1 minute avant la pause. Ça va être une question très, à la limite essentielle, mais avec une question essentielle avec des réponses rapides. Anti-coercition, vous y croyez, Patrick? Oui, non? Le fait que l'Europe soit capable de le faire? Non, je crois qu'on a répondu que ça serait dramatique pour l'Europe. Ouais, je voulais ajouter un mot à ce qu'ont dit mes camarades. On voit bien la montée des populismes en Europe. Les partis populistes ont cela en commun, qui croient à l'Europe des nations. Et l'Europe des nations, c'est juste ce qu'il ne nous faut pas. Oui. Il faut qu'on ait une Europe qui va vers plus d'intégration pour avoir un vrai grand marché, un vrai marché intérieur, avoir des entreprises européennes de taille mondiale, etc. Et donc cette segmentation des décisions, des entreprises, des budgets, etc., qui est associée à l'Europe des nations, et c'est la fin de l'Europe, quoi. Je veux dire, l'Europe ne jouera jamais dans la cour des États-Unis ou de la Chine si on va à l'Europe des nations. Merci à vous. On fait une petite pause et puis on se retrouve évidemment sur la question budgétaire qui est aiguë et puis aussi la question des compétences liées à Parcoursup. À tout de suite.